J'étais une petite fille assez secrète qui se racontait beaucoup d'histoires. Mes premiers souvenirs d'enfance, c'est vraiment moi, derrière des portes, en train de m'inventer un autre monde et en train de m'inventer une autre vie que celle qui était la mienne. Donc j'avais beaucoup d'imagination et je fuyais le réel. Je me réfugiais beaucoup dans l'imaginaire. Je rêvais à une vie où je serais très aimée. C'était un peu une obsession chez moi d'être aimée. Je rêvais à une vie où je serais très aimée et où je serais entourée de personnes que je comprendrais, parce que je ne comprenais pas forcément ceux qui étaient autour de moi. Et je rêvais à une vie, effectivement, où j'étais toujours l'héroïne. J'adorais cette idée d'être l'héroïne de mes histoires. Alors, mon parcours, déjà, je suis béninoise d'origine, donc française de nationalité et guadeloupéenne de cœur. Donc là, déjà, ça fait déjà 3 points d'accroche. Donc, j'ai vécu au Bénin jusqu'à l'âge de 15 ans, une vie heureuse, dans une culture que je comprenais totalement, que je m'étais vraiment appropriée et que je trouvais me ressemblait. Je me suis retrouvée en France à l'âge de 15 ans, dans un autre monde qui me semblait étrange. Étranger vient d'étrange. Et c'est vraiment, ça a été vraiment mon ressenti d'être dans un environnement que je ne maîtrisais pas, dont je ne connaissais pas les codes et qui me semblait absolument insurmontable. J'étais absolument persuadée que jamais je n'allais m'intégrer et me faire à ce monde-là. Et je m'y suis faite, assez rapidement d'ailleurs, beaucoup plus rapidement que je ne pensais. J'ai fait toutes mes études en France. Et puis, je suis arrivée en Guadeloupe par amour. Et là, ça a été la 3e partie de ma vie. Et là, ça a été un changement radical parce que j'ai quitté mon travail, le domaine bancaire, pour travailler dans ce qui était ma passion d'enfance, la restauration. Et puis est revenu vraiment l'un des grands socles et piliers de ma vie, l'écriture, que je m'évertue depuis à faire évoluer. Ce qui me plaît le plus dans le travail d'écriture, c'est exprimer mes émotions. Déjà, parce que j'en rengorge, ça foisonne en moi et une fois que je l'ai délivré à mon ordinateur ou à mon cahier, je suis désolée, mais il y a des psys qui n'auront jamais mon argent parce que l'ordinateur et le cahier jouent ce rôle à la perfection. Une fois que j'ai posé sur la feuille mes tourments intérieurs, je les ai comme, je me sens délivrée d'eux. Et la 2e étape, c'est que ces émotions que j'ai posées, il y en a d'autres qui le lisent et qui le relaient, qui reviennent vers moi avec mes émotions et qui reviennent avec les leurs en miroir. Et là, ça devient des échanges extraordinaires avec mes lectrices et mes lecteurs, c'est-à-dire que lorsque mon intention de départ est reçue et m'est renvoyée, ça donne des échanges incroyables. Donc, j'écris déjà pour me délivrer moi de certaines pensées, de certaines émotions, et ensuite pour voir l'effet que ça a sur les autres et échanger avec eux de mes écrits. Donc, ça donne un cercle parfait. Ah, je suis très chanceuse. Je suis très chanceuse parce que ils arrivent toujours d'une manière ou d'une autre à me joindre. C'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux, je suis plutôt accessible et c'est une chance parce que j'ai énormément de retours de mes lecteurs et de mes lectrices et qui me font entrer dans leur intimité parce qu'ils me disent vraiment, réellement, avec leurs mots, avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de vérité, l'effet que mes livres ont eu sur eux, ce que j'ai apporté à leur vie et ils me renvoient mais tellement d'amour en reconnaissance. Et c'est vrai qu'il y en a une qui m'avait beaucoup marquée parce que j'étais dans un dialogue sur Facebook avec quelqu'un qui me disait vraiment bravo, félicitations pour le succès incroyable de ton dernier livre. Et à cela, j'ai répondu, mais en réalité, je n'en sais rien. J'ai pas eu mon éditrice, je ne connais absolument pas les chiffres de vente, donc je ne sais pas si je peux vraiment vous laisser dire qu'il s'agit d'un succès extraordinaire. Et elle a eu cette réponse extraordinaire, elle m'a dit, Madame Dossa, je vous interdis de penser qu'il ne s'agit pas d'un succès, parce que l'effet que cette vie a eu sur ma vie à moi et sur mes proches, parce que je l'ai fait lire à d'autres et je l'ai offert à d'autres, c'est un effet tellement énorme que je vous interdis de dire que vous ne savez pas si c'est un succès. Et ça, pour moi, ça vaut tous les succès éditoriaux, etc. Parce que ça a été, c'est comme si je me suis dit, ça y est,
la mission, je ne m'étais pas vraiment donné de mission, mais par ce biais-là et avec cet échange, je comprenais quelle était ma mission et je trouvais que ma foi, il y en a de pire, hein, elle est quand même pas mal. Ce qui m'anime réellement, j'ai lu un jour une phrase qui m'a vraiment interpellée, c'est que nous avons tous deux vies et la deuxième ne commence que lorsqu'on a compris qu'on n'en a qu'une. Réellement, lorsque j'ai lu cette phrase de Lao Tse, je crois, je l'ai inscrite au-dessus de mon lit parce que ça a été un véritable moteur pour moi. J'ai compris que je n'en avais qu'une et j'ai compris qu'elle m'appartenait, que je pouvais effectivement me couler dans un moule parce que quelqu'un d'autre me le proposait, mais uniquement s'il me convenait à moi. Et j'ai vraiment compris que chaque fois que je vais faire quelque chose pour plaire à quelqu'un et uniquement pour quelqu'un d'autre, il y aura toujours une personne malheureuse et si ce n'est pas l'autre, c'est moi. Une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, j'aimerais bien compter dans l'équation quand même. Et mon moteur réellement, c'est d'être toujours aligné avec moi, d'être dans ma vérité, tout en étant dans le partage. Au contraire, l'un n'empêche pas l'autre. Étrangement, lorsqu'on est aligné avec soi et qu'on revient à soi, on est beaucoup plus généreux et dans le don et dans le partage que lorsqu'on court après l'envie et le besoin de plaire à d'autres. Ce dont je suis fière, c'est justement l'image que mes enfants me renvoient de moi. Mes enfants d'abord et mon entourage ensuite. Et ils me renvoient en fait l'image d'une femme qui, quoi qu'il arrive, rebondit. Et pareil, ça ce n'est pas quelque chose que je réalisais puisque c'est ma nature. Donc je ne me dis pas, tiens, oh là tu as un coup dur, il faut repartir. Non, je repars naturellement, je rebondis toujours. Je ne reste pas par terre, je ne reste jamais par terre. Je me relève et j'ai la chance d'être une personne extrêmement créative. Donc lorsque vous me barrez la route à droite, mon cerveau m'a déjà offert 8 autres voies. Donc ce dont vraiment je suis le plus fier, c'est cette capacité que j'ai à toujours rebondir, quels que soient les coups durs, on en a, quels que soient les défis et quels que soient les challenges, j'aime bien les relever. Alors, les défis et les doutes dans l'écriture, évidemment que j'en ai eu. Effectivement, moi j'ai eu la chance de commencer, j'ai pas voulu écrire un livre, donc ça a été plus facile pour moi parce que je me suis pas mise de barrière au départ. Mais une fois le premier livre terminé, et je crois que à chaque livre, j'ai ce doute-là, mais pour le quatrième, ça a été plus fort. Une fois mon quatrième livre terminé, j'ai été prise d'un très 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 grand doute. Je me suis dit, mais attends, tu te prends pour qui? Il y a eu Victor Hugo avant toi, il y a eu Cheikh Anta Diop, il y a eu 3000 personnes, et toi, tu viens là, tu te lèves, tu écris un livre et tu crois que le monde n'attend que toi. Tu crois que tu en as le talent, mais quelle prétention! Et subitement, j'ai ce doute énorme, qui est venu en moi et qui m'enlevait toute légitimité de poursuivre l'écriture. Et moi, j'ai une bonne étoile au-dessus de moi, parce que chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, il y a toujours une petite lumière qui vient me donner des réponses. Et le même jour, j'ai eu 2 réponses. Je vais sur France Inter et j'entends Jean d'Ormesson, qu'on interviewe, et qui dit que chaque fois qu'il rentre dans une librairie, il se demande, il est qui, lui, Jean d'Ormesson, pour écrire, alors que tout a été dit par beaucoup plus grand que lui. Alors moi, Corinne, si Jean d'Ormesson a des doutes, je suis tranquille. Vraiment, ça m'a totalement décomplexé. Je me suis dit, mais si l'un des plus grands se dit qu'il se pose des questions, bon, mais moi, je peux m'en poser 3 millions derrière, hein, c'est tout à fait légitime. Et la deuxième, c'est que j'ai appelé ma fille, je lui ai fait part de mon doute. C'est une très, très, très grande lectrice. Je l'appelle l'intello. C'est vraiment... Et je lui pose ce doute-là et elle me dit, écoute, maman, on va régler le problème tout de suite. Tu écris pour qui? Pour l'Académie française ou pour procurer des émotions? Je dis, moi, je suis une pourvoyeuse d'émotions. Elle dit, ok. Donc, tu arrêtes tes doutes et tu continues parce que jusque-là, tout ce que tu as écrit, c'est rempli d'émotions et tes lecteurs te le disent à chaque fois. Donc, tu te calmes et tu reprends l'écriture. Donc, le même jour, j'ai eu 2 réponses qui m'ont vraiment totalement apaisée. Et aujourd'hui, justement, l'un de mes rôles qui me plaît le plus,
c'est de décomplexer tous ces aspirants auteurs. Parce qu'en France, et peut-être dans les pays latins, je ne sais pas, en tout cas en France, l'écrivain est posé sur un piédestal. L'écriture ne s'apprend pas, messieurs, dames, vous comprenez? Le jour de votre naissance, il y a une fée qui s'est penchée sur vous. Et si ce jour-là, la fée littérature avait piscine, vous ne pourrez jamais écrire. Vous comprenez? Donc en France, on a vraiment cette prétention que l'écriture est un don. Donc on l'a ou on ne l'a pas. Ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient écrire et qui ont le talent pour, mais qui n'osent pas parce qu'ils sont persuadés de ne pas avoir ce don-là. Alors que dans les pays anglophones, l'écriture s'apprend, comme la menuiserie, comme la maçonnerie, comme la couture, comme autre chose. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup cette fonction. Je me suis donné cette fonction de décomplexer les aspirants auteurs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Je serais bien incapable de le dire parce que mon parcours est tellement pas linéaire et il est tellement inattendu que je ne sais pas. En revanche, la seule certitude que j'ai sur la dernière partie de ma vie, qui commence maintenant, j'ai décidé qu'elle commençait maintenant et qu'elle serait encore très longue, c'est que je vais vraiment m'impliquer dans une association que j'ai créée il y a 2 ans et qui prend en charge toute la scolarité d'une 60aine d'enfants pour le moment. Pour le moment, on a 60 enfants qu'on nourrit tous les jours et dont on s'occupe au quotidien. Et une chose est certaine, c'est que cette partie de ma vie-là, mon implication dans le monde associatif prendra de plus en plus de place parce que c'est la plus belle des nourritures. Réellement, j'ai fait beaucoup de choses, mais le retour qu'on a lorsqu'on est dans le don et lorsqu'on travaille avec des enfants, peut-être aussi avec des personnes âgées, je n'en sais rien, moi c'est avec des enfants, le retour que j'ai est tellement énorme que voilà, la bourse de New York ne pourra jamais me donner tout ça comme bénéfice, c'est impossible. La bienveillance, c'est un mot qui peut sembler désuet, mais en réalité, on se rend compte que lorsque on se donne pour mission le matin, que tout ce qu'on fera le sera à travers le prisme de la bienveillance, même l'automobiliste qui vous a fait une queue de poisson, vous le prendrez différemment. Vous le prendrez différemment parce que vous allez vous énerver, vous êtes humaine, vous venez pas de Mars, je suis d'accord. Mais quelque part, parce que vous partez du prisme de la bienveillance, vous lui accorderez le crédit qu'il y a peut-être quelque chose dans sa journée qui s'est mal passé. Et quand on passe par ce prisme-là, celui de la bienveillance, eh ben, il y a autre chose qui arrive, c'est qu'on ne prend plus rien personnellement. Et ça, c'est libérateur. On ne prend plus rien personnellement. Celui qui au supermarché vous fait une crasse, au travail, un collègue fait quelque chose, etc., vous comprenez que ça ne vous concerne pas vous. Ça le concerne lui. Ça le concerne lui. Il se trouve que c'est vous qui êtes sur sa route et qui prenez aujourd'hui, à cet instant-là, mais le malheureux, c'est lui. Vous savez, quand on est heureux, on ne veut pas le malheur des autres. Hein. Donc, c'est plutôt lui qui est dans la tristesse que vous. Alors, une belle dame, selon moi. Alors, il y avait certaines peuplades aborigènes ou en Afrique aussi, lorsqu'on voulait les photographier, elles refusaient les photos parce qu'elles avaient l'impression qu'on allait leur voler leur âme. Et je trouve cela très révélateur. La photographie est un outil assez extraordinaire pour voir et comprendre qui on a en face de soi. Donc, une belle dame, pour moi, c'est une dame qui, lorsque vous la voyez, c'est évident que ce qu'elle a à l'intérieur se reflète sur son visage. C'est devenu une expression un peu banale, mais elle est tellement vraie. Et quel que soit l'âge, on va rencontrer une petite fille, peut être une belle dame, une dame âgée peut être une belle dame parce qu'on sent sur son visage la bienveillance et l'amour de l'autre. On sent que cette personne, une belle dame, n'a jamais de mauvaises intentions envers les autres. C'est quelqu'un qui a de bonnes intentions envers toute personne qu'elle a en face d'elle.